Le film commence avec un homme nommé Jérémy qui se réveille dans un endroit sombre, sans aucun souvenir de la façon dont il y est arrivé. Il est enfermé dans un espace très étroit et remarque un minuteur devant lui qui affiche un peu plus de 3 minutes avant la fin du décompte. Jérémy tente à plusieurs reprises de s'échapper, mais sans succès, car il ne peut même pas bouger correctement. Il pense que c'est l'œuvre de son créancier, Morgan. Il supplie alors cet homme d'arrêter, disant qu'il a déjà l'argent pour le rembourser, mais personne ne lui répond. C'est alors que le minuteur se termine et redémarre un nouveau décompte de 4 minutes. Il ne le remarque pas, mais l'un de ses spermatozoïdes vient d'être éliminé. À ce moment-là, Jérémy entend une voix d'homme affolé et découvre rapidement un vieux talkie-walkie près de ses pieds. Il commence à communiquer avec cet homme qui se présente sous le nom de Henry et affirme qu'il est également piégé dans un espace étroit et a du mal à respirer. Henry dit aussi qu'il s'est cassé la main en essayant de s'en sortir et qu'il voit lui aussi un minuteur. Jérémy lui demande combien de temps il lui reste et comprend rapidement que leurs minuteurs sont synchronisés. Il réalise également qu'ils doivent être proches l'un de l'autre puisque le vieux talkie-walkie a une portée très courte. Pour comprendre comment ils sont liés, Jérémy lui demande s'il joue et s'il connaît quelqu'un nommé Morgan, mais Henry nie. Peu après, le minuteur se réinitialise encore une fois, et Jérémy entend des bruits venant de l'extérieur. Il parle alors à Henry et tous deux réalisent qu'ils sont en mouvement, ce qui signifie qu'ils sont dans un coffre de voiture ou dans les poches arrière de Nicki Minaj. Jérémy lui demande ce qu'il faisait avant tout cela. Henry révèle alors qu'il était à Manhattan, à New York, pour un voyage d'affaires. Il ajoute qu'il travaille au département d'État comme agent diplomatique auprès du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Quelques instants plus tard, le conducteur exécute plusieurs manœuvres dangereuses, projetant Jérémy d'un côté à l'autre. Puis, soudainement, la voiture s'arrête complètement et Jérémy demande à Henry d'éteindre la radio et de crier aussi fort que possible pour voir s'il peut l'entendre. Henry obéit et hurle, mais Jérémy n'entend que des chiens aboyer dehors, pas la voix de l'homme. À ce moment, le minuteur se réinitialise et une lumière blanche aveuglante inonde soudainement l'espace. Jérémy est horrifié en réalisant qu'il est enfermé dans une boîte en verre sécurisée par des câbles et des tuyaux. Henry lui dit que les lumières se sont aussi allumées de son côté et qu'il est également enfermé dans une structure vitrée. Une fois les lumières éteintes, quelqu'un fait glisser une carte postale à Jérémy à travers un tube, accompagné d'une lampe torche. Jérémy utilise la lampe pour inspecter la carte et découvre qu'elle montre la Maison Blanche ainsi qu'un message dans lequel le ravisseur demande la localisation de quelque chose appelé « roulette ». Il est sous le choc lorsque, tout à coup, Henry commence à l'appeler par son prénom. Jérémy se méfie car il ne lui a jamais dit son nom. Henry explique alors qu'il a reçu une carte postale avec son nom dessus, accompagnée d'instructions disant que Jérémy doit fournir des informations au ravisseur pour pouvoir sortir. À ce moment, Henry le supplie de leur donner ce qu'ils veulent, affirmant que sa femme et ses enfants l'attendent à la maison. Mais Jérémy refuse. Il commence à soupçonner Henry, se demandant s'il ne serait pas l'organisateur de l'enlèvement. Mais Henry insiste frénétiquement sur son innocence et explique qu'il est aussi prisonnier que Jérémy. Le minuteur arrive bientôt à zéro et commence un nouveau décompte au moment même où le véhicule redémarre dangereusement. Quelques instants plus tard, Jérémy entend un camion passer sur l'autoroute. Il change alors de fréquence radio, espérant établir un contact avec quelqu'un. Heureusement, il parvient à joindre un homme qui se présente sous le nom de Bob. Jérémy lui explique frénétiquement qu'il est retenu en otage dans un véhicule, mais Bob pense que c'est une blague d'enfant. Cependant, lorsque Jérémy insiste à plusieurs reprises sur la véracité de ses propos, Bob accepte enfin d'aider, en disant que les farceurs ne mentent pas autant de fois de suite. Jérémy demande alors à Bob de klaxonner 3 fois pour vérifier s'il est proche, et l'homme accepte. Quelques instants plus tard, Jérémy entend le klaxon et comprend que Bob est tout près. Il lui demande de décrire les véhicules devant lui, et Bob répond qu'il y a plusieurs voitures. Jérémy entend ensuite le bruit d'une moto et lui demande s'il en voit une. L'homme confirme, ce qui amène Jérémy à conclure que son véhicule doit être juste à côté. Bob s'approche alors de la voiture, mais malheureusement le ravisseur le remarque et s'échappe juste au moment où la radio devient silencieuse. Et Bob n'a même pas noté le numéro de plaque d'immatriculation, probablement parce qu'il ne sait pas lire. Soudain, le véhicule s'arrête complètement et le minuteur se réinitialise, alors que les lumières blanches aveuglantes se rallument de nouveau. Soudain, une voix de femme se fait entendre à travers la radio et Jérémy est choqué de réaliser qu'il s'agit de son épouse arrangée, Molly. Il s'avère que les ravisseurs ont réussi d'une manière ou d'une autre à entrer en contact avec elle, et Jérémy lui explique frénétiquement sa situation. Cependant, Molly est furieuse qu'il ne lui ait pas parlé depuis 3 mois et qu'il l'appelle maintenant alors qu'il est ivre. Jérémy insiste sur le fait qu'il dit la vérité. Molly finit par le croire et suppose que Morgan l'a peut-être kidnappé parce qu'il n'a pas remboursé son argent,
mais Jérémy affirme que c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre et lui demande de vérifier le téléphone qu'il lui a laissé pour les urgences. Il lui demande de trouver le numéro de son collègue Ben et de lui dire que le président est en danger. En entendant cela, Molly s'inquiète et commence à chercher le téléphone, mais soudain sa voix devient terrifiée, elle crie qu'il y a quelqu'un à la fenêtre et l'appel se coupe brutalement, laissant Jérémy extrêmement anxieux. Il menace ses ravisseurs de ne pas toucher à Molly et, après avoir crié frénétiquement, il parvient à se calmer au moment même où le véhicule recommence à rouler. Peu après, l'un des ravisseurs prend enfin la parole et communique avec Jérémy. À son accent, l'homme semble être étranger et lui dit qu'il ferait mieux de coopérer, le menaçant de tuer Molly s'il refuse de leur donner l'emplacement de la roulette. Inquiet, Jérémy supplie qu'il doit bien exister un autre moyen de négocier et demande à être libéré d'abord, mais le ravisseur ne répond plus et le véhicule s'arrête à nouveau complètement. Peu de temps après, le ravisseur libère un essaim d'abeilles par une conduite, horrifiant Jérémy. Il tente de se défendre contre les insectes, mais il le pique douloureusement. Désespéré, Jérémy reparle à Henry et lui dit qu'il risque de faire un choc anaphylactique parce qu'il est allergique aux piqûres d'abeilles, et quelle était l'excuse de Nick Cage. Henry devient extrêmement inquiet et révèle que les ravisseurs ont déjà capturé sa femme et ses enfants au moment même où Jérémy perd connaissance. Quelque temps plus tard, Jérémy se réveille étourdi et est choqué de constater que quelqu'un lui a injecté un antidote. Il regarde à travers le tube et remarque le conducteur qui écoute la fréquence radio de la police, puis il essaie de l'attraper, mais l'homme le brûle avec une cigarette, lui laissant une grave brûlure à la main. À ce moment-là, le ravisseur reprend la communication et Jérémy lui demande pourquoi ils lui ont sauvé la vie, ce à quoi il répond que Jérémy est un atout précieux et qu'ils ne peuvent pas le laisser mourir sans obtenir les informations. Dans un retournement de situation choquant, on apprend que Jérémy est un agent spécial des services secrets américains qui se prépare à être affecté à la protection présidentielle. Les informations qu'il recherche concernent l'emplacement de bunkers secrets appelés roulettes, utilisés par le président et le vice-président lors des urgences nationales et changés sans préavis à des jours aléatoires, la localisation du bon bunker n'étant connue à un moment donné que par une poignée de personnes, dont Jérémy fait partie. Ensuite, Jérémy appelle Henry et l'informe qu'il est toujours en vie puisque les ravisseurs lui ont sauvé la vie, puis il lui demande ce qu'il sait de la roulette. Henry révèle qu'il s'agit d'un refuge souterrain où le président et d'autres se cachent en cas d'attaque contre Washington. Jérémy ne lui fait toujours pas entièrement confiance et pose des questions supplémentaires sur le département d'État, auxquelles Henry répond correctement. Peu après, Jérémy entend des sirènes à proximité et, en écoutant à travers le tube, il entend des gens se disputer. Le ravisseur avertit alors Jérémy de ne faire aucun bruit, sinon Molly mourra. Il s'avère qu'un policier les a arrêtés pour excès de vitesse, mais le ravisseur parvient à le convaincre, reçoit un simple avertissement et repart, tandis que Jérémy comprend qu'il ne peut pas laisser passer cela et se met à crier et à frapper. Heureusement, cela alerte les policiers, lorsque le ravisseur tente de s'enfuir, une violente fusillade éclate. Dans le chaos, une balle perce le coffre et brise la caisse en verre. Le ravisseur parvient à tuer les policiers et à s'enfuir, tandis que Jérémy perd connaissance. Quelque temps plus tard, Jérémy se réveille et se rend compte qu'il saigne de la jambe et souffre terriblement. Il s'avère qu'un éclat de verre lui a transpercé la jambe. Il l'enlève donc avec douleur et entoure la plaie avec sa chemise. Il regarde de nouveau à travers le tube et remarque que le conducteur est allongé sans bouger, tandis que son téléphone sonne dans sa poche. Jérémy parvient à attraper le téléphone et, lorsqu'il décroche, il s'agit d'un autre ravisseur. L'homme reconnaît la voix de Jérémy et le prévient qu'ils détiennent Molly et qu'ils n'hésiteront pas à la tuer s'il refuse de coopérer. Jérémy raccroche pourtant et appelle Molly pour vérifier si elle va bien, mais elle ne répond pas. Il appelle ensuite le 911 et explique à l'opératrice qu'il est retenu en otage dans une voiture. Lorsqu'on lui demande comment il a été enlevé, Jérémy révèle qu'il était à New York et que la dernière chose dont il se souvient est d'être sorti d'un restaurant. L'opératrice localise alors sa position et l'informe qu'il se trouve quelque part dans le Maryland, ce qui choque Jérémy. Il comprend alors que les terroristes se dirigent en réalité vers Washington DC et qu'ils préparent une attaque contre le président. Il donne donc l'adresse de sa femme à l'opératrice et la supplie d'envoyer immédiatement des agents à son domicile. En attendant, Jérémy regarde par le trou de la balle et aperçoit un chien, essayant d'attirer son attention. Le chien le remarque aussi et, quelques instants plus tard, son maître arrive et entend les cris de Jérémy. Il s'approche de la voiture et Jérémy explique qu'il est pris en otage et implore leur aide, allant même jusqu'à proposer de l'argent, mais le propriétaire du chien affirme qu'il n'en a pas besoin et qu'il veut l'aider. Cependant, au moment où il s'apprête à ouvrir le coffre, un autre ravisseur surgit soudainement et abat froidement le chien et son maître, laissant Jérémy horrifié. Après cela, Jérémy regarde à travers le tube et remarque qu'un autre homme a pris le contrôle du véhicule et l'a redémarré.
le minuteur repart pour 30 minutes et Jérémy reçoit bientôt un appel de l'opératrice du 911, qui lui révèle qu'ils sont allés chez Molly, mais qu'elle n'y était pas, et qu'ils n'ont trouvé qu'un mot disant que Molly serait rendue saine et sauve si Jérémy coopérait. Elle lui promet de le retrouver, mais Jérémy, frustré, raccroche et parle à Henry. Paniqué, Henry révèle que son compte à rebours est désormais à 11 minutes, et Jérémy comprend que leurs minuteries ne sont plus synchronisées. Lorsqu'Henry apprend que Jérémy a un téléphone, il le supplie d'appeler sa femme et ses enfants pour vérifier qu'ils vont bien. Jérémy accepte, mais quand Henry lui donne le numéro, il l'ignore et appelle quelqu'un d'autre à la place. Tant pis pour toi, Henry. Il appelle plusieurs collègues des services secrets américains, mais tous tombent sur la messagerie vocale, ce qu'il trouve très étrange. Peu après, il entend à la radio qu'une puissante explosion a eu lieu dans un quartier général de la CIA et que la situation a sombré dans le chaos. Cela rend Jérémy extrêmement frustré et il recommence à contacter ses collègues. Heureusement, l'un d'eux, nommé Ben, finit par répondre, ce qui lui redonne un peu d'espoir. Jérémy lui explique frénétiquement la situation et Ben est choqué d'apprendre que Jérémy est toujours en vie. Il l'informe que 7 autres agents spéciaux des services secrets ont été enfermés dans des coffres de voitures et que certains sont déjà morts lorsque leurs véhicules ont explosé. Conscient de la gravité de la situation, Jérémy appelle Molly, qui semble paniquer et révèle qu'elle est elle aussi piégée dans une voiture. Jérémy s'excuse alors pour ses erreurs passées et tous deux partagent une conversation sincère sur leur mariage, mais l'appel est coupé. Peu après, Henry recontacte Jérémy et lui demande s'il a appelé sa famille. Jérémy répond que non, et Henry recommence à le supplier en lui donnant à nouveau le numéro. Cette fois, Jérémy appelle enfin, mais il entend rapidement une femme crier à l'autre bout du fil, ce qui signifie que les ravisseurs ont également mis la main sur la femme de Henry. Le ravisseur parle alors directement à Jérémy et exige une fois de plus les informations, mais Jérémy refuse de les révéler et raccroche. Quelques instants plus tard, Henry révèle que sa boîte est en train de se remplir d'un liquide étrange et qu'il est sur le point de se noyer. Il supplie Jérémy de donner aux terroristes ce qu'ils veulent, mais celui-ci refuse, car il a prêté un serment qu'il ne peut pas briser. Peu après, Jérémy entend une explosion à proximité et tout commence à trembler. Henry cesse également de répondre et Jérémy comprend que son véhicule a dû exploser. Il entend ensuite à la radio que le chaos a éclaté à l'extérieur et que le système national d'urgence a été activé. Heureusement, le président a été conduit dans un lieu sûr avant que les terroristes ne puissent l'atteindre. C'est alors que Ben appelle Jérémy et lui promet qu'ils font tout leur possible pour retrouver Molly. Il ajoute également que le vice-président se trouve désormais dans un lieu sécurisé, mais qu'ils essaient toujours de déterminer où se trouve le président. Ben, qui ne connaît pas l'emplacement de la roulette, interroge Jérémy à ce sujet, mais ce dernier refuse de révéler une information aussi cruciale, craignant que les ravisseurs n'écoutent. Soudain, plusieurs voitures de police se lancent à la poursuite du véhicule et entrent en collision avec lui, projetant violemment Jérémy à l'intérieur de la boîte. Après une course-poursuite intense, la voiture finit par s'arrêter et Jérémy n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Peu après, le ravisseur demande une nouvelle fois à Jérémy l'emplacement de la roulette, mais celui-ci refuse encore de répondre. Jérémy se rend compte que cet homme est américain et lui demande pourquoi il fait tout cela, mais le ravisseur refuse de poursuivre la conversation. À cet instant, Molly l'appelle de nouveau et dit qu'elle pense être à l'intérieur d'une ambulance. Jérémy entend les sirènes et comprend bientôt que lui-même se trouve dans une voiture de police, ce qui signifie que les ravisseurs utilisent des véhicules officiels pour passer les barrages sans être inquiétés. Henry aurait même pu se trouver dans le coffre d'une limousine taxi Epstein. L'appel est soudainement coupé, après quoi Ben appelle Jérémy et lui annonce qu'ils suivent la trace de Molly, qui se rapproche de la Maison Blanche et dont le véhicule pourrait bientôt exploser. Désespéré, Jérémy lui explique qu'il roule dans des voitures officielles et que personne ne les arrêtera. Ben commence alors à le presser de lui donner l'emplacement de la roulette, mais Jérémy refuse toujours, car il ne peut pas trahir son serment. Il rappelle Molly, s'excuse pour ses erreurs passées et lui demande de comprendre sa situation. Tous deux se déclarent leur amour et, peu après, la boîte de Jérémy commence elle aussi à se remplir d'un liquide étrange. Il appelle Ben pour l'en informer, mais celui-ci révèle avec stupeur qu'il s'agit en réalité d'une bombe liquide et avoue qu'il a pris le parti des terroristes. Il dit à Jérémy qu'il est trop tard pour lui, mais que Molly peut encore être sauvée s'il donne l'emplacement, ce que Jérémy refuse une nouvelle fois, prêt à mourir pour la nation et même à sacrifier sa femme. Quelques instants plus tard, Jérémy a de plus en plus de mal à respirer et le minuteur arrive finalement à 0. Alors, dans un retournement de situation choquant, des agents arrivent pour le secourir et le sortent du coffre de la voiture. Encore sous le choc, Jérémy aperçoit un homme devant lui et saisit instinctivement une arme pour se défendre, mais l'homme s'identifie comme étant Henry. Les yeux de Jérémy s'écarquillent d'incrédulité lorsqu'il voit Molly,
ainsi que le chien et son maître que l'on croyait mort plus tôt. Ben apparaît ensuite et félicite Jérémy d'avoir réussi le test. Jérémy apprend avec stupeur qu'il se trouve sur un site d'entraînement et qu'il n'y a jamais eu de véritable attaque terroriste, tout cela n'étant qu'une épreuve destinée à tester sa loyauté envers le gouvernement. Ben lui annonce qu'il a été promu et qu'il accompagnera le président le mois prochain lors d'une tournée en Asie afin d'assurer sa sécurité. En entendant cela, le protagoniste pousse un soupir de soulagement et est rapidement conduit dans une ambulance pour soigner ses blessures. Molly l'accompagne et il lui demande comment ils l'ont convaincu de participer au plan, ce à quoi elle répond qu'ils lui ont versé une somme importante, qu'elle a utilisée pour rembourser sa dette envers Morgan. Peu après, Jérémy aperçoit le Washington Monument au loin et se met à sourire. Molly lui demande alors ce qui s'est passé et si le bunker se trouve là-bas, mais Jérémy répond que ce n'est plus important. Il sort une bague de fiançailles de sa poche et lui demande de l'épouser à nouveau, ce qu'elle accepte avec enthousiasme. Ils s'embrassent, mais dans un dernier retournement de situation, Molly le menotte soudainement au brancard, puis parle dans une oreillette en demandant aux autres s'ils ont entendu la conversation. Il s'avère que le pays est bel et bien sous une attaque terroriste et que Molly s'est alliée aux terroristes, et que tout ce que Jérémy a enduré faisait partie d'un plan calculé pour le forcer à révéler l'emplacement du bunker. Une fois les informations obtenues, les terroristes décident que Jérémy n'est plus utile et ordonnent à Molly de le tuer, elle lui plaçant alors un masque à gaz rempli de poison sur le visage et mettant fin à sa vie alors que le film se conclut sur une fin glaçante.